Moi, j'ai une question que j'ai depuis 2 jours dans ma tête. On est rempli d'ondes là, Mm. et je me dis, mais pourquoi on la capte pas? C'est-à-dire, il y a ces ondes Wi-Fi, les ondes radio, enfin voilà, c'est une énergie. Est-ce qu'on n'a pas un moyen de la capter Si, pour oui. l'utiliser dans la matière, pour chauffer, pour je ne sais quoi, qui rejoindra peut-être l'énergie libre? Je ne sais pas, j'y connais rien. Mais c'est vraiment depuis 2 jours, je me dis, mais pourquoi on ne capte pas tout ça? Là, par exemple, je l'entends dans les oreilles. Mm. Pourquoi on. Voilà. Est-ce qu'il y aurait un moyen de capter ces vibrations et s'en servir dans la matière? Alors en tout cas, pour ce qui est de l'eau cellulaire, donc, dont on a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé des travaux de Gérald Pollack. Gérald Pollack dit qu'effectivement, l'eau de nos cellules, en particulier cette exclusive zone water, elle est modifiée par les ondes électromagnétiques. Mais ça, c'est pas le côté positif que vous essayez de chercher. Là, cet été, j'ai rencontré des chercheurs qui disaient que le pire, c'était la 5G, qu'effectivement le cerveau vibre à 5 Hertz et qu'effectivement les 5 gigahertz amènent une modification effectivement des protons au niveau du cerveau. Donc pour l'instant, on est plus dans le constat des dégâts et comme moi c'est ma spécialité, je vois des patients électro-hypersensibles toute la journée. Effectivement, depuis qu'il y a la 5G, il y a énormément de gens qui sont rentrés dans des souffrances juste insupportables et je suis d'accord avec vous, si on pouvait essayer de rattraper ces ondes, je ne sais pas ce que tu en penses Philippe, mais pour l'instant, je n'ai pas la notion qu'il y ait un travail de fait à ce niveau-là. Après, il y a eu tout un ensemble de chercheurs qui ont capté l'énergie qui circule dans une couche de l'atmosphère qu'on appelle la ionosphère, c'était le cas de Tesla, et on pouvait avoir accès à de l'énergie libre. Donc je pense qu'on pourrait récupérer ces ondes, dans tous les cas, voilà, mais c'est pas fait. Mais ce qui est quand même, si vous avez compris que le vivant est vibratoire, l'hypothèse que certaines ondes pourraient déréguler notre organe et notre organisme, n'est pas un scénario aberrant. Est-ce que c'est pas un combat de David contre Goliath parce que nos vibrations sont tellement infimes et on a en face de nous des vibrations de gigahertz qui vont pas s'arrêter quoi. Alors, c'est un combat de David contre Goliath, hein, on est bien d'accord. C'est vrai que le professeur Montagnier avait comme projet effectivement de prendre parti par rapport à ce problème de la 5G. Malheureusement, il y a eu le Covid qui est passé et qui a mis ce problème-là un peu de côté. Je pense que de toute façon, si on n'est pas conscient de la problématique, on n'enclenchera pas de protection. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes patients électro-hypersensibles. Je leur dis finalement, vous êtes des sentinelles environnementales parce qu'avant tout le monde, vous avez perçu le problème. Et alors que la plupart des gens n'ont pas conscience de cette histoire d'environnement électromagnétique toxique, ils continuent à être exposés et que effectivement on voit cette flambée de cancer actuellement. Bon, il y a certainement d'autres facteurs en cause, ça c'est clair, mais je dirais que la plupart de mes patients électro-hypersensibles qui effectivement avant de sortir se mettent des vêtements de protection, vont faire très attention à aller à tel endroit ou à tel autre pour pas être trop exposés. Enfin, ça, finalement, ça régit leur vie. Et beaucoup vivaient déjà en confinement avant le Covid. Donc ça, c'est sûr que c'est un vrai choc quand les gens découvrent qu'ils sont électro-hypersensibles. Mais au moins, ils déclenchent la protection. En fait, l'énorme souci, c'est qu'aucun médecin n'est formé à l'électro-hypersensibilité, ni même à la chimico-sensibilité. Donc, quand les patients posent des questions, on leur dit que non, il n'y a aucun problème. Donc, ça n'enclenche pas dans la population une vraie mise en alerte, alors qu'elle devrait être effective. Donc c'est sûr que c'est un combat de David contre Goliath, mais plus il y aura de gens informés
et qui seront, je dirais, un peu comme des sentinelles, hein, qui vérifieront le taux d'ondes qu'il peut y avoir à tel ou tel endroit où ils se sentent pas bien, ou en tout cas qui le vérifieront dans la chambre de leurs enfants, ou qui le vérifieront dans leur chambre à eux, parce qu'effectivement, quand vous êtes exposé la nuit, il peut y avoir de très sérieux problèmes de santé. Enfin, ça, j'ai des cas en continu, y compris des enfants qui ne dorment plus. Et quand on dit aux parents, éteignez la Wi-Fi pour voir, soudain, il dort. Hein. Donc, si vous voulez, c'est des choses comme ça. Il faut que la population soit informée. Et effectivement, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas les médecins qui informent. Donc, c'est là où, effectivement, quand on va faire un week-end sur le cerveau, bien évidemment, on va parler de cette problématique-là, mais c'est vrai qu'elle devrait être déjà abordée depuis longtemps à l'université, dans toutes les écoles qui forment les paramédicaux, etc. Il n'y a aucune raison de rester dans un non-dit alors qu'il y a une grande partie de population qui en souffre. Hein. Déjà, il y a plusieurs années, les Allemands qui avaient fait une enquête disaient que c'était déjà de l'ordre de 8%. Donc vous imaginez ce que c'est aujourd'hui. Moi, j'arrête pas de voir des gens qui sont électrosensibles suite à la pose d'un Linky chez eux, en un compteur intelligent, suite à la 5G. Donc, si vous voulez, et puis des lettres terribles, quoi. C'est des gens qui ne viennent même plus à mon cabinet. Je les vois par téléconsultation. Ils sont en général à 10 mètres de l'écran. Et c'est sûr que moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas plus d'informations données au grand public. Bien sûr, on ne veut pas affoler, on veut continuer à dire que tout est normal, etc. Alors que, je vous dis, les chercheurs que j'ai vus cet été, eux, ils étaient extrêmement inquiets pour nos cerveaux. Ça, c'est sûr. Donc, on ne peut que effectivement, lever le voile le plus vite possible, lancer des informations. C'est vrai qu'on est tous, concernés. Voilà. Les plus petits sont les plus concernés aujourd'hui. Femmes enceintes, petits-enfants. Avec la 5G, c'est juste terrible. La 5 et la 6G aussi. Oui, non, m'en parle pas. Hein. Il faut savoir que la 5G, c'est considéré comme une arme militaire. Hein. Voilà. Il y a aussi quelque chose d'intéressant que j'ai vu chez les gens qui sont électrosensibles, hyper électrosensibles. C'est souvent des gens qui peuvent avoir un conflit avec les mauvais côtés de la modernité. Et donc, le fait de travailler ça améliore l'électrosensibilité. Ça ne veut pas dire qu'on veut faire perdurer le problème, vous avez bien compris. Mais on est amené parfois à transmuter, sinon on a une vie qui devient très difficile socialement. Et donc, c'est pas si étonnant que ça, parce qu'effectivement, il y a certaines régions du cerveau qui sont plus touchées. Et si vous avez un conflit à ce niveau-là, j'ai vu beaucoup de gens avoir des conflits avec le mauvais côté de la modernité. L'électricité étant pour eux le summum de cette dérive, qui peuvent développer une hyper électrosensibilité. Voilà. Alors c'est tout un travail à faire qui relève de la psychothérapie. En fin de compte, c'est une transmutation par rapport à ça. Donc ça permet d'atténuer, voire de rendre la vie plus facile. Oui. Comme le dit Madame Bilbert, et ça me touche beaucoup, c'est que pour moi l'électro-hypersensible, c'est quelqu'un qui est normal. Et que c'est quelqu'un qui a encore une sensibilité. Or aujourd'hui, on veut retourner les choses en disant non, maintenant les électro-hypersensibles, il faut plus qu'on en parle. C'est ça, en les psychiatries. Et en psychiatrie, et au contraire, moi je dis mais merci. Et ça doit être un signe d'alarme parce qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on a dépassé les limites et que justement, il faut qu'il y ait comme des petites lumières comme ça qui nous réveillent en fait en disant arrêtons. Les petits-enfants qui sont maintenant avec des téléphones portables 5G, enfin plein de choses, ou quoi que ce soit, je crois qu'aujourd'hui, on doit revoir son rapport à la technologie. Ah, bien sûr. Et c'est essentiel, mais on ne doit pas mettre une rustine sur un cataplasme. Quoi. Voilà. Oui, non, mais c'est pas mettre une rustine, parce que ça permet à des gens d'avoir une amélioration dans leur état, mais c'est des indicateurs, c'est des bio-indicateurs de la dérive dans laquelle nous sommes. Vous avez bien compris que les 5G, c'est les objets connectables. Et donc, vous allez devenir des personnes connectables.
Et la dérive, c'est ça, parce que la 5G et la 6G, c'est pour avoir les objets connectables. Enfin, personne n'a voté pour ça. Enfin, moi, j'ai pas voté pour avoir accès à des objets connectables. Donc, à ce moment-là, ça amène à un autre développement de société, c'est-à-dire, est-ce que nous voulons devenir des personnes connectables ? Monsieur dit connectable et je trouve ça génial, mais j'irai plus loin en disant manipulable. Parce que je pense qu'avec la 5G, on va arriver à des horreurs dont les gens ne conçoivent même pas l'existence. Donc c'est ça qu'il faut si vous lisez le bon Klaus Schwab, vous verrez, c'est très simple. Il veut des hommes façonnés sur mesure. Le modèle, c'est la fourmilière. Une impulsion, action, réaction. Après, ça pose, mais ça pose aussi le problème de nous sommes amenés à peut-être renoncer aux bienfaits de la technologie. Et les méfaits, oui. Voilà. Oui, moi j'avais justement une question par rapport à ça. Et pour rebondir ce que dit Philippe sur aider les gens de façon psychologique qui ont des conflits pour ne moins souffrir en fait des ondes, est-ce que comme on est des êtres énergétiques à la base, on est des êtres vibratoires, est-ce qu'on ne peut pas être à la fois des êtres sensibles, c'est-à-dire qui sont conscients de qu'est-ce qui se passe, sans avoir des réactions du corps qui fait qu'on souffre comme des malades, quoi. Qu'est-ce qui pourrait aider ça? Parce qu'effectivement, c'est précieux, comme on l'a dit, d'avoir des indicateurs qu'on est dans une dérive et que ça commence à être trop pour l'organisme. Voilà, alors on est un peu à cette période très intéressante. Moi, je l'ai vu venir depuis longtemps, parce qu'effectivement, quand je travaillais avec les Russes, c'est vrai que soudain, et à l'époque j'avais déjà des patients électro-hypersensibles, et soudain j'ai vu les Russes qui eux travaillaient beaucoup avec les champs électromagnétiques en thérapie, sauf que les thérapies, même le Lakowski, la durée du traitement, c'est moins de 5-10 minutes. Une demi-heure, grand maximum. Après, vous saturez, si vous voulez. Donc, et c'est ça qui, moi, m'a fascinée. C'était de me dire, d'un côté, on a cette technologie spatiale qui nous emmène dans la compréhension de l'humain et de ce qu'il est, donc au niveau quantique, et de cette possibilité d'accéder à des modes thérapeutiques, je dirais, rapides, sans effet secondaire, avec vraiment une facilité presque quelque part, et l'autre possible qui est d'une utilisation de cet environnement électromagnétique dans lequel on est parti au départ très, très doucement, parce que au départ c'était le portable, et même avant le portable c'était les téléphones de voiture aux États-Unis. Aux États-Unis, le téléphone portable, c'était uniquement quand vous étiez en voiture, vous aviez un téléphone de voiture qui vous permettait de prévenir que vous étiez en panne en plein milieu du désert de Joshua Tree. Mais sinon, voilà, c'était pas, personne n'utilisait ce type de téléphone à l'époque. Donc, en fait, si vous voulez, il y a eu une dérive, c'est devenu des gadgets. Moi, j'ai le souvenir qu'on a commencé avec, effectivement, à parler des problèmes de la téléphonie portable. Et moi, je me suis fait beaucoup attaquer par rapport à ça. Hein. Donc, j'ai parlé à l'Assemblée nationale en 2014. J'ai eu des attaques terribles après. Mais, si vous voulez, grâce à moi, j'ai envie de dire, il y a une loi qui a été votée, qui était la loi Abeille, qui a fait qu'effectivement, on considérait que les champs électromagnétiques étaient vraiment dangereux chez les enfants, donc pas inadmissibles dans les crèches, etc. Puis il y a eu plein d'amendements, évidemment. Ensuite, si vous voulez, il y a eu une autre participation en 2016 à l'Assemblée nationale avec le professeur Bellepomme. Donc là, il y avait une grosse étude de fait sur plus de 1500 cas. Et effectivement, chaque fois, si vous voulez, derrière, on est traîné dans la boue. Bon, ça, on connaît, hein, Jacques Benveniste, le professeur Montagnier, ils ont tous été écharpés parce que
effectivement, ils amenaient des soutiens scientifiques de très haut niveau à de nouvelles idées. Les problèmes du professeur Montagnier ont commencé le jour où il a ressorti tous les travaux de Jacques Benveniste. Il a fait une réunion à l'UNESCO avec Cédric Villani, avec quantité de chercheurs qui soutenaient les travaux de Jacques Benveniste. Et derrière, ça y est, il était sénile, on lui a gentiment dit de prendre la porte de l'UNESCO, et il est venu en Suisse, figurez-vous. Donc, il est à Genève, il avait son laboratoire de recherche ici. Tout ça pour vous dire qu'il y a un vrai combat, si vous voulez, quand même, et depuis longtemps. Sauf que chaque fois, on tombe sur des gens qui, effectivement, ont décidé que c'était important que tous les enfants aient un portable, alors qu'on savait très bien que ça allait être, en tout cas au niveau des écoles, des lycées, etc. À l'époque, il y avait des profs, la directrice du lycée à côté où mon fils était, elle vérifiait les cartables de tous les enfants qui rentraient et refusait les portables. Donc il y a eu un combat, si vous voulez, qui a été fait, qui a été mené, et le professeur Cornillo était un des membres, si vous voulez, du CRIREM qu'on avait créé avec Michel Rivasi et Madeleine Madoré, Maxence Laillé, etc., au départ, pour effectivement explorer ce risque de l'environnement électromagnétique. Et moi, j'ai vu tous les premiers patients dès les années 2000, si vous voulez. Donc ça fait 23 ans que je vois des patients électro-hypersensibles. Et il y en a de plus en plus. Donc c'est vrai que là, il y a un vrai problème. Alors, si vous voulez, souvent, on me dit, mais oui, mais il faut que les gens se protègent. Ah oui, mais il n'y a aucune, personnellement, des moyens de protection, il y en a plein, si vous voulez, il n'y a que ça. Pour soigner des gens qui sont au Conseil d'État et au plus haut niveau dans les communautés européennes, ces personnes-là ont accès à des bureaux blindés, d'accord ? Ah oui, ils ont des bureaux blindés, d'accord ? Donc effectivement, au plus haut niveau, ils le savent très bien. Mais ce n'est pas pour ça qu'au niveau de la population, il y a une vraie prise en charge de l'électro-hypersensibilité. En France, peut-être que c'est un des pays où ça s'est le mieux passé, parce qu'effectivement, on est sur le terrain depuis très longtemps, et qu'il y a eu des gens comme le professeur Bellepomme, comme le professeur Montagnier, qui sont montés au créneau très vite et qui ont obtenu effectivement des prises en charge correctes avec la MDPH, etc. Mais il faut dire que ce n'est pas le cas de la Suisse, par exemple. Donc, en tout cas, pour vous dire, pour moi, c'est tellement important de passer par cette prise de conscience que nous sommes des êtres électromagnétiques. Nous sommes des êtres, effectivement, qui s'expliquent par la physique quantique. Parce que si vous comprenez que tout votre organisme, toutes vos cellules fonctionnent sur ce plan électromagnétique, avec l'infrarouge, avec les sons, avec quantité effectivement de notions qui font appel à la physique quantique, c'est clair que ça, il faut le diffuser à très grande échelle au niveau des médecins, au niveau des thérapeutes. Et c'était ça mon ambition. Donc avec Shima, c'était de créer cette académie pour effectivement avoir une formation de qualité qui permette aux thérapeutes dans leur ensemble d'avoir accès à cette information, mais aussi à la population. Parce que bon sang de bonsoir, on ne va pas attendre que les médecins soient formés et qu'ils aient accepté d'entendre cette bonne nouvelle, ce changement de paradigme, qu'il ait accepté, parce que là, on perd énormément de temps. Donc effectivement, pour moi, c'est très important le travail qu'on a commencé avec Philippe pour pouvoir informer, vous faire prendre conscience de ça, parce qu'à partir de là, oui, effectivement, vous allez mettre en route des protections. Mais si vous voulez, l'électro-hypersensibilité, ça peut être aussi l'électricité, ça peut être le 50 Hz. Moi, je vois énormément de gens qui sont devenus électro-hypersensibles parce qu'effectivement, leur lit était entre deux bornes Wi-Fi, celle du voisin derrière le mur et la leur. Moi, j'ai soigné une femme qui était dermatologue et qui s'est soignée pendant des années avec je ne sais pas combien de produits contre l'eczéma, mais elle souffrait le martyre, elle était sous morphine.
Et le jour où elle s'est aperçue, parce que soudain, elle a fait le tour de tous les médecins, et elle s'est dit, c'est pas possible, elle est allée sur Internet, elle a rentré tous ses symptômes, elle s'est dit, mince, je suis électrosensible. Et je l'ai vue arriver, elle avait fait donc des mesures chez elle, et effectivement, elle dormait dans un lit qui était entre deux bandes Wi-Fi, elle était complètement électrifiée. Voilà. Donc, c'est vous dire qu'il y a tellement de cas de figure, hein, toutes ces couvertures électriques que les gens pensent qu'ils sont très bien, c'est pas bien du tout, quoi. Donc, si vous voulez, il y a quantité de petits trucs, de petits gadgets comme ça que vous avez chez vous, que vous pensez totalement inoffensifs et qui le sont. Relisez le bouquin de Jean-Pierre Machy. Le docteur Jean-Pierre Machy est un médecin niçois qui, dans les années 60, est le premier à avoir parlé de l'électrosmog. Il souffrait de maux de tête épouvantables. Et puis, soudain, il quitte Nice pour aller à Madagascar, où il a été en coopération pendant 7 ans. Plus de maux de tête. Il remet les pieds à Nice, maux de tête immédiatement. Et là, il se dit, à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'environnement qui ne me convient pas. Et il a fait des recherches. Et il s'est aperçu qu'effectivement, tous les gens qui avaient été électrocutés ou foudroyés et qui avaient survécu développaient des maladies neurodégénératives, style sclérose en plaques, Parkinson, etc. Donc, il s'est beaucoup intéressé à ça et il avait mis au point un petit système de soins qui était ultra simple. Vous aviez une ceinture de flanelle autour de la taille avec des terres rares. Et moi, donc, quand j'ai lu son bouquin qui s'appelle Un combat pour une idée, qui est un gros paquet comme ça de 600 pages, où il disait finalement, il y a énormément de gens qui ne supportent pas l'électricité. En fait, nous ne sommes pas tous pareils, nous ne sommes pas tous égaux, si vous voulez. On n'est pas égaux par rapport à notre système génétique, mais on n'est pas tous égaux par rapport à notre tolérance électromagnétique. Il y a des gens qui supportent très bien et d'autres, on va dire à peu près 17-20% de la population, qui malheureusement, l'environnement électromagnétique est très mauvais pour leur cerveau. Donc ça, c'est le bouquin du professeur Braverman qui s'appelle « Le cerveau à 100%», qui décrit très bien ça. Pour revenir à Jean-Pierre Machy, moi, quand j'ai été le voir à Nice, il était très âgé. Donc à la fin de sa vie, il avait été radié à un moment donné parce qu'il voulait... Voilà, il voulait faire des conférences pour les médecins. Évidemment, il s'est fait radier tout de suite par le Conseil de l'Ordre. Et si vous voulez, vous écriviez « Docteur Miracle » à Nice, ça lui arrivait. Parce que tous les gens qui arrivaient en fauteuil roulant disaient qu'ils remarchaient derrière. Donc c'était une petite ceinture de flanelle avec des terres rares. Donc moi, je vais le voir et je lui dis, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux patients électro-hypersensibles? Est-ce que vous avez une idée si votre ceinture pourrait être efficace? Il me dit, de toute façon, moi, je ne la refabriquerai pas, mais ce que vous pouvez utiliser, c'est la mise à la terre, c'est-à-dire l'argile. L'argile, donc je vais donner une petite noisette d'argile au tout début de ma pratique avec les patients électro-hypersensibles. Je leur disais de marcher pieds nus, de se relier à la terre, et puis finalement, l'eau est la meilleure mise à la terre que vous puissiez faire. Boire de l'eau, prendre des bains, des douches, des bains de pieds, passer les mains sous l'eau courante, ça c'est une mise à la terre. L'eau est là, encore une fois, est la solution. Donc en fait, voilà, et de façon très simple. Donc si vous voulez, quelque part, on a des solutions très simples. Mais quand vous êtes face à des gens qui sont déjà très électrosensibles, alors là, je peux vous dire, c'est au moins 2 mois en zone blanche. Au moins 2 mois en zone blanche totale. Et donc, quand ils reviennent dans le milieu, évidemment, en général, ça ne se passe pas bien, surtout s'il y a une antenne relais à côté, etc. C'est une histoire d'impédance cutanée, de résistance cutanée. On est inégaux. Il y a des gens qui vont avoir une facilité à faire circuler les courants et d'autres qui vont avoir une difficulté. Donc il y a une accumulation de charge. Exactement. Alors parmi les moyens qui étaient proposés aussi, c'est de mettre une peau de bête, une peau d'âne. Parce qu'effectivement, ça captait les courants électriques qui étaient accumulés, quoi. Ou se mettre un pied au sol et un pied dans une salle de bain. Par exemple, les gens qui font un problème cardiaque, souvent, il faut qu'ils déchargent. Et effectivement, Maski avait montré que les terres rares avaient la possibilité de capter ça, et ça devait réguler la circulation des électrons, parce que c'est une espèce d'accumulation de charge.
De même en physique, vous avez les conducteurs, les semi-conducteurs et les isolants. Ce sont des gens qui accumulent les charges et donc qui ont des problèmes de santé. Donc il faut les amener à se libérer. C'est donc l'électronégativation, marcher dans l'herbe, l'eau, des promenades en forêt, bien s'oxygéner, bien boire. Voilà, mettre une peau de bête, c'est peut-être un peu délicat. Non, ça c'était. Bon. Mais le Earthing, c'était James Oschman qui avait écrit un bouquin. Il était à Copenhague aussi. Et il disait, il s'était occupé effectivement d'équipes de cyclistes américains pour le Tour de France. Il disait qu'en fait, pendant tout le Tour de France, ils n'ont pris aucun médicament. La seule chose, quoi qu'ils avaient comme pathologie, ils marchaient pieds nus sur le sol. C'était le Earthing. Et il disait ça a solutionné tous les problèmes. Parce qu'effectivement, en tradition chinoise, rappelez-vous, sous la voûte plantaire, vous avez le 1 rein, qui est un point de connexion avec la Terre. Et lui, il disait que par ce biais-là, vous évacuez effectivement les électrons qui sont en excès. L'accumulation de charge, c'est ce qu'on appelle l'électronégativation, vous libérez tout ça. Donc voilà, on devrait tous le faire parce qu'effectivement, vivre en ville... à la ville, c'est être soumis à plein de pollution. Être hors sol. Voilà. Il y a même Cyril Smith, qui est un j'adore Cyril. Cyril Smith a écrit un livre qui s'appelle L'homme électromagnétique. On est en plein dans le sujet de ce soir, où il montre que, oui, nous sommes un homme électromagnétique, mais c'est connu depuis la fin du 19e. Il y a eu un congrès à Tours, le congrès sur la polarité du corps entre le côté gauche et le côté droit. Il y a une... C'est pas la même polarité, donc nous sommes un condensateur. C'est le docteur Chazara qui avait présenté ça. On devrait reprendre ces vieilles présentations qui mériteraient d'être relookées, mais qui avaient le mérite de pointer le côté électromagnétique de l'homme. C'était l'un des bouquins préférés de Jacques Benveniste, le livre de Cyril Smith, L'homme électromagnétique. Et il parle beaucoup dedans des problèmes de lignes haute tension. Oui. Alors, il raconte, ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez comprendre, tous les phénomènes d'allergie. Dans un congrès, il m'avait expliqué que lui, il est électronicien, donc dans son laboratoire, il n'y a que des appareils d'électronique, oscilloscope, etc., etc. Il y a un de ses collaborateurs qui passe devant un oscilloscope, il déclenche une crise d'allergie. Donc, il aurait pu considérer, tiens, il a déclenché une crise d'allergie sans aller plus loin dans la réflexion. Il se dit, il y a forcément une relation de cause à effet. Donc, il a balayé les fréquences de 1 Hz jusqu'à des gigahertz, et à la fréquence pile qui correspondait à la résonance de cellules qui sont responsables de l'allergie, les mastocytes, eh bien, il y a eu une dégranulation. Et donc, il montrait que finalement, c'est une façon de comprendre comment ça peut agir. Quand vous êtes allergique, il y a un allergène dans votre corps, il va se fixer sur ces cellules au niveau des récepteurs comme une clé dans une serrure, et la fixation va entraîner la libération de granules d'histamine qui vont provoquer au départ un choc anaphylactique, par la suite une inflammation chronique et des phénomènes allergiques. Mais vous pouvez mimer l'action de l'allergène avec l'onde correspondante. Ce qui prouve qu'une membrane, si vous voulez, vous pouvez soit déclencher ça par la matière, une hormone, un allergène, ou par la fréquence vibratoire. Peut-être que ça serait la solution des syndromes d'activation. Voilà, et donc en aurathérapie, on a des inversions, ça marche très très bien la morathérapie. C'est un appareil d'électro-acupuncture, et on peut vraiment souvent avoir de bons résultats dans l'allergie. Ce n'est pas le cas dans toutes les pathologies, mais là, c'est un des pôles d'excellence de la morathérapie. Donc là aussi, vous voyez, c'est une solution vibratoire à un problème vibratoire, puisque évidemment, une onde, c'est un sommet et un creux. Si vous avez associé à un sommet et un creux, la somme sommet et creux s'annule. Voilà, c'est ce qu'on appelle une opposition de phase. Du coup, une question concernant les médecines du futur. Je me demandais, en écoutant l'exposé, ça donne l'impression qu'on redécouvre aujourd'hui des savoirs, des disciplines qu'on connaissait depuis pas mal d'années, et que la Russie notamment est assez leader ou en avance sur nous. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez pourquoi la Russie est aussi ouverte à ça, aussi un terrain d'émergence de ces nouvelles disciplines? Et mon autre question, c'est de savoir, est-ce que vous connaissez en Suisse et en France une nouvelle génération qui s'intéresserait à ça, au niveau des recherches et des découvertes sur cette nouvelle médecine?
Alors, vous touchez la fibre sensible, qui est, oui, effectivement, les Russes ont, depuis la conquête spatiale, en fait, ils ont exploré de façon juste extraordinaire toutes les possibilités thérapeutiques. D'ailleurs, ils ont énormément d'appareils. On en a parlé de quelques-uns, mais il y a énormément. Il y a le Métatron de Nesterov à Novosibirsk. Enfin, il y a vraiment des écoles. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as une idée là-dessus. En tout cas, il y a un savoir. En fait, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est que avec la séparation finalement de la Russie, du reste de l'Europe, avec la guerre froide, etc., ces savoirs-là ne sont pas arrivés jusqu'à l'Europe. Par exemple, Fritz Albert Popp, il est parti sur cette recherche, donc effectivement, des biophotons dans la matière, parce qu'il a entendu parler des travaux de Tina Karou à Novosibirsk. Et puis, il s'est fait littéralement allumer, on lui a dit « qu'est-ce que vous fichez ?» Donc il a été pris à partie, mais effectivement, les Russes, pendant ce temps-là, ils avaient tracé, si vous voulez. Et aujourd'hui, moi, je regrette, mais il y a énormément de travaux qui ne sont pas traduits. Donc c'est clair qu'ici, en Europe, de ce côté-là, l'Allemagne de l'Est a bénéficié, si vous voulez, quand il y a eu la réunification de l'Allemagne de l'Est avec l'Allemagne de l'Ouest, l'Allemagne de l'Ouest a bénéficié, si vous voulez, de ce savoir-faire. Parce que moi, à un moment donné, j'ai entendu parler de l'hôpital de la Charité à Berlin, où ils traitaient les cancers avec un appareil électromagnétique. Bien évidemment, je suis montée tout de suite au créneau, j'ai demandé d'envoyer des patients, et on m'a dit « Ah non, ça c'est vraiment réservé pour les patients allemands. Vous ne pouvez pas envoyer des patients français. » Donc il y a eu, si vous voulez, et tous les congrès où moi j'avais envie d'aller, c'était en allemand. Donc quand ils invitaient des Russes, effectivement, il y avait la traduction en allemand, mais il n'y avait pas la traduction en français. Donc en fait, il y a une séparation, si vous voulez, qui s'est faite. Et j'ai envie de dire, nous, on va dire les Européens de l'Ouest, on est vraiment très, très démunis, si vous voulez. Et pour intéresser des jeunes, je dirais, c'est l'ambition de l'académie, parce qu'on fait même des super prix pour les étudiants en médecine, les étudiants en biologie, les étudiants en pharmacie, parce qu'on voudrait un maximum de jeunes qui viennent vraiment travailler avec nous sur cette possibilité, d'autant plus que j'ai créé des ponts avec des universités, en tout cas au Brésil, avec l'Afrique, dans les hôpitaux traditionnels, parce que quelque part, on n'a pas pu aborder tout, mais si vous voulez, il y a aussi un énorme travail avec les plantes, avec la phytothérapie, et moi, je pense que beaucoup de nos jeunes sont un peu sous cloche, si vous voulez. C'est Instagram, c'est Facebook, c'est en dehors de ça, c'est dommage. C'est dommage. Je le regrette infiniment et j'espère qu'on fera un peu tache d'huile, si vous voulez, avec des conférences comme celle-ci et qu'on arrivera à les toucher et à les aider finalement à faire cette transition. Mais quand je rencontre un étudiant en médecine en France, la première chose qui se passe dès que je commence à parler d'homéopathie ou de phytothérapie ou d'acupuncture, on me répond d'abord on n'a pas aucune formation à l'hôpital. Le problème, c'est qu'à l'hôpital, dans les études de médecine, il n'y a aucune formation sur l'électro-hypersensibilité, aucune formation sur la maladie de Lyme. Alors ça commence à faire un peu beaucoup. Quelle est la vraie volonté? C'est de les formater ou d'ouvrir leur conscience, si vous voulez. Parce que pour moi, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance incroyable, avant même d'avoir fini mes études de médecine, d'avoir accès au Duménat. Et ça a tout changé dans ma façon de voir. Donc je me disais finalement, les jeunes médecins, si on pouvait leur proposer un cursus avant qu'ils aient même fini leurs études de médecine, donc là on les accepte courant cursus, ils sont intéressés, on les prend tout de suite, parce que si vous voulez quelque part, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est une course contre la montre quelque part. Là on est déjà en train de nous mettre la 5G partout, et on n'est pas d'accord. Et on est en train de nous faire un pataquès dans plein de domaines. Et donc là, je trouve que c'est un moment, je dirais, essentiel dans l'histoire de la médecine.
En tout cas, pour moi, 2023 est l'entrée dans la médecine quantique. Et c'est la solution que j'envisage pour les médecines du futur, en tout cas. Voilà. Alors, je voudrais ajouter pourquoi ça s'est développé en Russie, parce que la Russie est au carrefour de l'Orient et de l'Occident, la fameuse âme slave. À un moment donné, ils n'ont pas hésité à étudier le chamanisme. On a mis sur des phénomènes paranormaux des prix Nobel. L'effet Kirlian, au départ, ça a été fait par 2 électroniciens, ça a été pris au sérieux. Ensuite, il y a la médecine aérospatiale. On était en pleine guerre froide. Il fallait être les premiers à gagner cette course. Et donc, les physiciens, les mathématiciens, les biologistes, les médecins étaient dans l'obligation de collaborer. C'était étatique. Et donc, s'ils refusaient, ils allaient pour les intellectuels dans les hôpitaux psychiatriques au Goulag. Et par la suite, ils ont creusé ça. N'oubliez pas qu'en 1910, Abraham Flexner a enlevé de l'enseignement l'ostéopathie naissante de Stihl. Comment les Américains s'y sont pris c'est avant la lettre ce que Bill Gates a développé par la suite, la philanthropie capitalistique, voilà. On a installé des bibliothèques, puisque Andrew Carnegie avait donné 500 millions de dollars. À l'époque, c'était une somme énorme. Et dans ces bibliothèques accessibles gratuitement, il n'y avait pas de livres sur l'ostéopathie, l'acupuncture, etc. C'est comme ça qu'on a censuré l'information. Et à l'époque, il y avait un mouvement très, très populaire qu'on appelait le Thomsonisme. Thomson était un phytothérapeute, ils avaient une vision intégrative. Il y a beaucoup d'homéopathes qui sont partis aux États-Unis, beaucoup d'Allemands. Donc ils ont vu le danger que cette avalanche d'homéopathes allemands, souvent excellents, faisait. Il faut savoir qu'à l'époque, les assurances faisaient payer moins cher un médecin homéopathe qu'un médecin allopathique, parce qu'il y avait moins de problèmes. Par la suite, on a continué la philanthropie capitalistique, parce qu'on a eu le Rockefeller Center Institute, etc. Et donc, ils ont vu tout de suite qu'ils pouvaient faire de l'argent avec la santé. Et donc, voilà. Et donc, tout ce qui était en dehors de leurs bénéfices était combattu, ridiculisé, mis de côté. Donc, ils ont un énorme retard par rapport aux Russes qui, eux, ont dû faire avec les moyens du bord. Et donc, à la fin de l'ex-URSS, à l'effondrement de l'ex-URSS, il faut bien dire qu'on a récupéré plein de scientifiques qui ont créé leur petite société et qui ont créé des appareils de thérapie informationnelle. Béatrice a cité le Métatron, mais il y en a eu plein d'autres, qui ont pris des formes différentes et qui ont changé le rapport que l'Européen avait avec le corps. Parce que quand vous voyez... le gros problème des médecines alternatives, c'est qu'on n'a pas de représenté toujours visible. Au moins, quand vous faites une numération de formule sanguine, une RMN, vous avez une représentation. Mais quand quelqu'un est soigné et qu'il ne voit pas l'amélioration, ces appareils permettent de voir dans le temps comment ça évolue. Et ça change tout. Parce qu'en voyant, vous mettez avec vous un effet placebo réel, parce qu'il y a une réelle amélioration. Donc c'est sûr que le prochain souffle de la médecine sera vibratoire. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Il y a une première étape matérielle, une étape vibratoire et une étape informationnelle. John Archibald Wheeler, qui fut un physicien théoricien de haut vol et qui est mort à un âge avancé, disait « Quand j'ai commencé ma carrière, je croyais que le monde n'était fait que de matière. Puis j'ai considéré que le monde était fait d'énergie, et maintenant que la mort se rapproche, j'ai bien l'impression que le monde n'est fait que d'information. » Donc vous voyez, c'est un peu ça que l'Europe doit intégrer à vitesse grand V, puisque effectivement, il arrivera un moment donné où les gens iront se soigner là où ces médecines sont autorisées. Donc il y aura un manque à gagner. Oui, ça c'est clair. Pour vous, Philippe Bobola, puisque vous êtes psychanalyste, j'ai aussi pensé, la vibration, l'information, elle passe par la psyché. Oui, bien Donc sûr. si on va chercher dans sa propre psyché ce qui se passe, ce qui bloque, on peut aussi libérer des tensions, des conflits. Ah oui, tout à fait. Ça a été jusqu'à la psychotronique. Les Russes ont trouvé Dimitriev,
a trouvé le moyen d'accéder à l'inconscient. On peut arriver par des méthodes psychotroniques, ça veut dire psychologie et électronique, à faire en sorte que l'inconscient devienne conscient. Et donc on a vu les soldats qui étaient traumatisés suite à la guerre de Tchétchénie, et qui étaient dans des états catatoniques, il n'y a aucun traitement qui fonctionne, on arrivait à les faire sortir. Il faut avoir un accompagnement médical, parce que le cœur peut avoir jusqu'à 200 battements par minute, et après ça redescend. Mais en tous les cas, bien accompagné, on pouvait amener l'inconscient à devenir conscient. D'ailleurs, l'inconscient qui devient conscient, c'est la physique quantique peut tout à fait l'expliquer avec les inégalités dites de Heisenberg. Donc, effectivement, notre cerveau, c'est un cerveau émetteur. Hein, chacun de nos neurones émet des petits courants électriques. Vous avez 100 milliards de neurones. Il y a d'ailleurs un mystère avec ces 100 milliards de neurones qui donnent lieu à jusqu'à 10 millions de milliards de connexions. Pourquoi notre cerveau ne grille pas? Il y a des gens qui pensent que ça fonctionne avec des solitons et que nos membranes laissent ou pas passer ces ondes solitoniques. Parce que la première fois que j'avais rencontré le professeur Cornillo, il m'avait posé la question. Et donc, je ne m'étais jamais posé la question. C'est vrai, on est toujours embarqué dans sa culture, mais c'est vrai, toutes vos pensées, chaque neurone ayant un petit courant électrique, ça devrait créer, selon les lois de la thermodynamique et l'électromagnétisme, un réchauffement. Et d'ailleurs, on le dit bien, j'ai pété les plombs. Vous voyez, quand on dit j'ai pété les plombs, ça veut dire qu'on a conscience que notre cerveau est une sorte de composant électronique assez riche. Donc, voilà, vous avez compris, je pense que ce qu'on voulait vous faire passer comme message, c'est en voyant notre corps différemment, on comprend que notre corps est une sorte d'usine électromagnétique avec plein d'informations qui circulent, et l'environnement dans lequel nous vivons peut déranger, perturber, voire mettre en péril cette dimension électromagnétique. Voilà. Et rien que ça, c'est un changement énorme, puisque ça sert à quoi la science ? Ça sert à faire vivre des gens, voilà, ça c'est une bonne raison. Mais ça sert aussi à donner au grand public une vision. Vous voyez, très peu de gens ont vu une bactérie. Qui a vu une bactérie ici? Et vous avez tous adhéré à la notion de bactérie, virus, pareil. Vous voyez, donc les scientifiques ont un rôle extrêmement important parce qu'ils rendent visible l'invisible, ils donnent au grand public une vision. Donc la vision que nous a léguée la médecine allopathique n'est plus une vision juste. Elle a peut-être été utile à un moment donné, mais il s'agit maintenant de la faire évoluer. Et donc il est du devoir du scientifique de changer la vision du corps humain, s'il a cette fibre, où il s'intéresse à ça. Et c'était un peu notre propos, vous donner une autre vision du corps humain qui vous permettra de vous positionner avec plus de certitude, et non pas, il y en a qui disent ça, d'autres qui disent l'inverse, etc. J'espère qu'à l'issue de ça, vous serez calés et positionnés. Merci Philippe. Merci.